L'intérêt principal, c'est que d'avoir dans le lieu de décision stratégique de l'entreprise, où se prennent les décisions stratégiques, d'avoir une possibilité d'expression, on va dire d'input, d'avis des salariés. Les conseils d'administration sont composés majoritairement, ils le resteront, même avec des administrateurs salariés, de représentants finalement des propriétaires de l'entreprise, de ceux qui ou des managers de l'entreprise, mais désignés par ceux qui détiennent le capital de l'entreprise. Donc au fond, il s'agit là d'un lieu où le travail salarié est aussi présent. Et il est présent quand se prennent des décisions stratégiques qui, comme on le sait, peuvent avoir des impacts sur la situation du personnel. Et il est assez, j'ai envie de dire, de bon sens que les représentants du travail, qui sont quand même le cœur de l'entreprise, de ce qui fait ou non sa réussite ou pas, les représentants du travail soient présents. Alors, ça ne peut qu'améliorer les délibérations. Au fond, on peut se dire, quand on a un conseil d'administration sans représentant des salariés, ou un conseil d'administration avec des représentants des salariés, qu'est-ce qui est le mieux? Ce qui est le mieux en général, c'est la diversité des points de vue. C'est les regards différents, c'est les opinions. Bon, après, il y a un débat, et puis une décision est prise. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des points de vue des représentants du personnel qui peuvent être différents, et il faut l'accepter, c'est la vie. Et c'est bien qu'il y ait des points de vue différents. C'est ça qui fait la force après de la décision qui sera prise. J'ajoute que pour le management et pour la direction générale, quand elle a une décision importante à prendre, le fait de pouvoir dire ensuite « nous avons pris cette décision, elle est très importante pour l'avenir de l'entreprise, pour telle activité », et les représentants du personnel ont été associés à cette discussion, ça renforce aussi la force de la décision, sa crédibilité. En interne, à l'égard des salariés, quand on communique à l'égard des salariés après un conseil d'administration, ou même en externe, quand on s'adresse au pouvoir public, quand on s'adresse aux syndicats, à la presse, à l'extérieur de l'entreprise, pouvoir dire nous avons un processus de décision qui est très construit, qui est solide, et qui a pris en considération le regard, les opinions des représentants des salariés, le dirigeant est plus fort en fait, et la décision est mieux assise, et elle sera plus facile ensuite à défendre, surtout si c'est une décision difficile. Alors, plus que d'effet pervers, parce qu'on a l'impression que le fait d'avoir des représentants des salariés, ça peut avoir en soi un effet pervers. C'est pas tellement la présence des représentants du personnel ou des salariés qui a un effet pervers en soi, c'est les risques que ça peut occasionner. Bon, on pense bien sûr aux risques en termes de confidentialité. Il est clair que le conseil d'administration peut être amené à prendre des décisions qui sont forcément confidentielles et pour lesquelles les membres du conseil sont tenus à la confidentialité. Ils le sont, on le sait, mais il ne suffit pas de le dire. Après, il faut que ça marche, il faut que ça soit fait réellement. Alors effectivement, si dans un conseil d'administration, on a le sentiment que la confidentialité ne sera pas garantie en pratique, le risque, effectivement, d'abord, le risque peut être très important. Je veux dire, quand vous avez un projet, par exemple, d'acheter une autre entreprise qui est cotée, si ça se sait avant, les cours de l'autre entreprise vont grimper et vous n'allez plus pouvoir l'acheter. Donc, je veux dire, ça peut complètement faire capoter des projets s'il n'y a pas de confidentialité. Donc, ça peut avoir des conséquences très négatives si on n'a pas de confidentialité. Et si il faut vraiment qu'on ait la confiance, voyez, parce qu'un conseil comme ça, il faut que ça marche dans un climat de confiance. S'il n'y a pas la confiance entre tout le monde, eh ben, l'échange ne sera pas aussi libre, ouvert, transparent, détendu, et donc moins efficace. Donc il faut effectivement que pour que ça marche, il y ait la confiance entre tous les membres, et pour la confiance marche, une des conditions, c'est pas la seule, mais une des conditions, c'est la garantie qu'on puisse avoir que la confidentialité sera effective.
Bon, d'abord, ce que moi j'ai apprécié, puisque j'ai été auditionné par le groupe de travail de la Fabrique, c'est de s'intéresser à cette question, qui est une question extrêmement actuelle, en France en tout cas. C'est que suite aux accords interprofessionnels de 2013 et à la loi de juin 2013, donc les entreprises d'une certaine taille sont désormais tenues de mettre en place des administrateurs salariés, au-delà des seules entreprises qui faisaient ça dans le passé. Je pense aux ex-entreprises publiques, aux entreprises publiques, où là il y a des législations spéciales, mais là désormais ça devient un standard finalement d'entreprise que la France a adopté, et donc les travaux de la Fabrique tombent très bien. Et en même temps, on a pu s'appuyer sur l'expérience d'autres entreprises qui pratiquaient ça, notamment soit les entreprises du public, soit les entreprises qui ont été privatisées, mais qui ont décidé, parce qu'elles trouvaient que c'était bien, de conserver les administrateurs salariés. D'ailleurs, vous savez qu'en France, c'est tout à fait intéressant, beaucoup d'entreprises qui ont été privatisées auraient très bien pu dire « bon, ben, maintenant c'est terminé, on est privatisé, on laisse tomber ». Et en fait, on s'est aperçu que volontairement, elles acceptaient de conserver des administrateurs salariés, ce qui était d'ailleurs une marque de l'intérêt qu'elles portaient, c'est-à-dire que volontairement, sans loi, sans obligation, d'avoir des administrateurs salariés. Donc, la Fabrique de l'industrie s'est intéressée aux pratiques à un moment tout à fait intéressant, puisque c'est un moment où beaucoup d'autres entreprises vont devoir s'y mettre. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Je crois qu'il y a un point sur lequel la Fabrique de l'industrie s'est interrogée, c'est un point que j'avais évoqué d'ailleurs dans l'audition, c'était la question de savoir si les administrateurs salariés ne devaient faire que ça, comme aujourd'hui, ou si en fait on n'était pas cette obligation française qu'on impose, vous le savez, c'est demander aux administrateurs salariés d'abandonner tous leurs autres mandats de représentation. Au fond, ils sont administrateurs salariés, bon, en général ils ont un travail à côté dans l'entreprise, mais on leur demande d'abandonner tous les mandats représentatifs. Et ça, c'est une question... c'est un vrai débat, parce que effectivement, si on demande à des personnes qui se sont investies dans le syndicalisme, parce qu'ils sont administrateurs salariés, d'abandonner tous les autres mandats, finalement ils se mettent un peu en retrait de leur organisation, alors que justement, s'ils ont été nommés là, c'est parce que l'organisation leur syndicat les a poussés en avant, qu'après ils ont été élus ou désignés. Bon, donc ça c'est un point sur lequel il y a vraiment lieu, je crois, de revoir ça en France, et la Fabrique de l'industrie a bien posé le problème des liens entre l'administrateur et... Bon, moi je fais partie de ceux qui pensent que cette obligation de perdre les mandats n'est pas une bonne chose, parce que finalement, on se retrouve avec des administrateurs salariés qui ne sont pas les leaders du syndicat. Parce que les leaders du syndicat, eux, ils continuent à faire du syndicalisme. Donc on n'a pas les numéros 1. Or, on est dans le conseil d'administration, qui est le lieu numéro 1 de la décision de l'entreprise. Donc ça crée un décalage, évidemment, entre ce que c'est que le conseil d'administration et ceux qui viennent représenter les salariés. Alors on arrive même à des situations qui sont un peu dommages, où les administrateurs salariés sont élus, ce sont des personnes en fin de carrière. Je ne dis pas que c'est un problème, au contraire, ils ont beaucoup d'expérience, mais on voit bien qu'ils ne sont plus au cœur de l'activité syndicale. Et c'est pourtant de ça dont on a besoin. On a besoin en fait d'avoir les leaders dans les conseils d'administration et personne d'autre. Il est clair que et vous avez raison de dire que la participation des administrateurs salariés dans des conseils d'administration, ça participe de quelque chose de plus global, de plus général dans les entreprises, qui est fondamental, qui est le dialogue social. Bon, le dialogue social, effectivement, il se passe à différents endroits dans une entreprise, il se passe au conseil d'administration, mais il se passe aussi dans les comités d'entreprise, dans les comités d'hygiène et de sécurité, dans les comités de groupe ou comités européens, délégués du personnel. Bon. Effectivement, il y a pas mal à dire en France sur la qualité du dialogue social. En fait, on a globalement, il y a un certain consensus pour dire qu'en France, le dialogue social n'est pas facile. Il s'exerce plutôt dans des contextes plus de
on va dire, de confrontation que de concertation, qu'il est assez idéologique et pas assez pragmatique, c'est-à-dire près des réalités de l'entreprise. Et donc la question, c'est de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le fonctionnement de toutes les instances de représentation du personnel. Bon. Alors, je crois qu'il y a une chose qu'il faudrait qu'on fasse en France, c'est pour rapprocher au fond les représentants du personnel des dirigeants, c'est simplifier. Au fond, vu par les dirigeants, la représentation du personnel en France, c'est complexe, c'est multiple. Le délégué du personnel, comité entreprise, comité d'hygiène et de sécurité, comité central d'entreprise, comité de groupe France, comité européen, administrateur salarié. Tout ça a été additionné au fil du temps, donc ça a une histoire. Hein. Mais on a toujours additionné sans rien retirer, sans essayer d'avoir une réflexion d'ensemble pour un peu simplifier. Et du coup, ça provoque chez les dirigeants le sentiment justement de trop de lieux, de trop d'obligations, et du coup ça crée un sentiment de défiance. Or, le dialogue social, pour que ça marche, il faut, là encore, la confiance. Bon. Et donc les dirigeants ont aujourd'hui, je ne parle pas des DRH, les DRH, nous, on sait faire, on connaît, c'est notre métier, mais ce n'est pas les DRH qui font la politique de l'entreprise, c'est les dirigeants, c'est le top management. Le top management, il a besoin d'être convaincu que tout ceci est très utile pour l'entreprise. Et s'il a la conscience, la perception que c'est très utile, il va jouer le jeu. S'il a l'impression que c'est quelque chose d'obligatoire, qui crée beaucoup de réunions, ou d'ailleurs on se répète, on reprend les mêmes thèmes, parfois c'est les mêmes, et même souvent on voit les mêmes gens dans différentes instances, on se dit mais pourquoi faut-il que je vienne exposer le même problème à plusieurs endroits? Donc effectivement, il y a un vrai travail à faire en France pour améliorer la confiance dans le dialogue social. Le dialogue social, c'est très important pour la performance de l'entreprise. Et quand il marche mal, c'est qu'en fait, on n'y croit pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on y croie? En tout cas, du côté vu par les DRH que je représente dans le cadre de l'Association nationale des DRH, eh bien, la simplification des instances, leur réunification finalement, à la fois, à mon avis, renforcerait leur rôle. Aujourd'hui, ça se disperse, c'est pas très efficace. Et ensuite permettrait effectivement que les top managers soient beaucoup plus convaincus de l'importance. Et pas seulement pour des raisons légales ou obligatoires, mais qu'ils en soient profondément convaincus. La confiance, ce qui est sûr, c'est que c'est comme dans les relations humaines, ça ne se décrète pas, ça se construit, généralement c'est assez long. On perd plus vite la confiance qu'on ne la gagne. Donc c'est un processus qui est assez long et on ne peut pas imaginer que tout d'un coup la confiance dans les représentants du personnel, dans le dialogue social va tomber du ciel. Bon. Quelles sont les conditions effectivement pour créer cette confiance? Alors on va dire des conditions, elles doivent être réciproques. J'ai parlé des conditions attendues par les entreprises. Première condition, la simplification de la représentation du personnel, à mettre fin à cette multiplicité d'instances et, pour faire simple, créer une instance unique de représentation du personnel par niveau. L'établissement, l'entreprise, le groupe. 3 niveaux. Une instance unique qui pourrait être à la fois consultée, mais qui pourrait aussi avoir des pouvoirs de négociation. C'est ce qui se dit d'ailleurs dans beaucoup de pays. Soit dit en passant, dans beaucoup de pays du monde, il n'y a pas 36 instances de représentation du personnel de l'entreprise. On a soit des élus, comme en Allemagne, syndiqués, mais une seule instance, le comité entreprise, soit on discute avec les syndicats, il n'y a pas de comité entreprise comme en Angleterre ou aux États-Unis, au Japon, au Brésil. Bon, donc on a des fois des systèmes élus, des systèmes désignés, syndicaux, mais c'est assez rare qu'on ait l'addition de tout comme en France. Alors, en France, on est les records du monde de l'addition des instances de représentation. Bon, je ne suis pas sûr que ça se fasse gagner la France et surtout que ça joue en faveur du dialogue social. Ça se saurait sinon. Si avoir beaucoup d'instances favorisait le dialogue social, on serait les champions du monde du dialogue social. Je crois que là, pour le coup, tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne l'est pas.
Ensuite, il faut aussi que l'entreprise, à l'égard des représentants du personnel, à l'égard des salariés, crée les conditions de la confiance. Je vais prendre un sujet très important. Un certain nombre de salariés hésitent à s'engager, adhérer à un syndicat, ou même à être élu, ou être désigné comme délégué par un syndicat. C'est dommage. Hein. Il n'y a pas de dialogue social sans avoir des interlocuteurs. Donc il faut que des salariés s'engagent. Et quand on demande aux salariés, mais finalement, pourquoi vous ne vous engagez pas? Ils disent, bah oui, parce que j'ai peur pour ma carrière. Première... Si on a peur pour sa carrière, c'est vrai que la plupart des salariés vont privilégier leur carrière. Ils n'ont pas de vocation à être sauf quelques-uns, des moines soldats, si vous voulez. Bon, chacun pense aussi à son avenir et à sa personne. Bon, donc effectivement, du côté des entreprises, il faut qu'on garantisse mieux les salariés de ce que non seulement ça n'aura pas d'impact sur la carrière, mais que ça peut même être bénéfique pour la carrière de s'engager. Parce que quand on est représentant du personnel, on acquiert des compétences nouvelles qu'on n'exerçait pas dans son travail. On apprend parfois à parler aux autres, on s'intéresse à des sujets globaux, alors que parfois, au niveau professionnel, on est sur un périmètre beaucoup plus ciblé, très technique. Là, on s'intéresse à l'économique de l'entreprise. Il arrive parfois, quand on est représentant du personnel, qu'on manage des gens. Je veux dire, quelqu'un qui a des salariés dans un CE, il y a des comités d'entreprise qui ont des CE, il a des salariés, donc c'est un petit chef d'entreprise. Bon, on devient un peu entrepreneur. Toutes ces compétences, l'entreprise peut aussi se dire, tiens, c'est intéressant tout ce qu'il a appris, le représentant du personnel, dans son travail de représentant. Comment, dans sa carrière future, soit parce qu'il arrête son rôle de représentant, soit parce qu'en plus de son travail de représentant, il continue son travail, comment dans sa carrière je peux capitaliser, utiliser ces compétences acquises. Et donc en fait, comment faire en sorte, et ça c'est à nous les DRH de travailler là-dessus, que les carrières syndicales deviennent aussi des carrières professionnelles. L'engagement syndical renforçant ainsi la carrière. Du coup, on passerait d'une situation de risque ou de crainte à une situation au contraire d'opportunité et de chance. Voilà. Donc ça suppose un travail des entreprises, parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut ensuite le faire, il faut prouver, il faut des cas réussis. On dira, mais non, vous ne voulez pas vous engager, mais regardez votre collègue, ça l'a bien aidé après dans sa carrière professionnelle, il a pu progresser. Donc il faut qu'on ait des cas pratiques, qu'on puisse montrer d'exemplarité, qui vont servir à convaincre concrètement que quand on dit il faut créer, n'hésitez pas à vous engager, à faire des choses qui sont quand même dans l'intérêt général des collaborateurs, il faut qu'on prouve que c'est vrai, et donc par des réalisations pratiques. Donc on a du travail de part et d'autre. Management, organisation syndicale, représentant du personnel, effectivement, pour améliorer le fonctionnement global du dialogue social en France. Je pense que les partenaires sociaux sont en train d'unir leurs forces sur la compétitivité. Je n'irai pas jusque-là. J'entends pas une union sacrée des syndicats en France en disant la compétitivité, c'est primordial. Le mot même compétitivité, comme vous le savez, il fait parfois un peu débat. Comme souvent en France, il y a des mots un peu tabous, et quand on les prononce, ça crée tout de suite un peu d'émotion. Bon. Ce que je pense quand même, c'est que dans les entreprises, les représentants du personnel des entreprises sont sensibles à la compétitivité de l'entreprise. Ils le savent que c'est très important. Ils le savent. Ils savent qu'on ne peut pas demander n'importe quoi. Même des syndicats extrêmement offensifs, ils sont réalistes. Et plus on est d'ailleurs près du terrain, près de la réalité économique de l'entreprise, quand on travaille dans les entreprises, plus on a des attitudes réalistes. La compétitivité est très importante. Bon. Ce qui fait que, sans le dire explicitement, la compétitivité c'est très important de l'entreprise. Ils ne le disent pas comme ça. Et dans la pratique, quand on regarde les négociations, comment ça se passe, quand il y a des plans sociaux, quand il y a des négociations salariales, la conscience de faire attention à la compétitivité de l'entreprise, elle est là. Les syndicats savent qu'on est en concurrence et qu'on n'est pas tout seul à avoir l'activité, et que si on ne fait pas attention à la compétitivité, derrière,
c'est l'emploi qui sera en cause. Donc l'emploi des salariés, l'emploi des représentants du personnel eux-mêmes. Donc voilà. Par contre, ces préoccupations sont beaucoup moins présentes dans les syndicats du public, parce qu'ils ne sont pas en situation de concurrence. Et du coup, on a effectivement, dans la même organisation syndicale en France, on va dire des syndicats du public qui sont beaucoup moins sensibles aux enjeux de compétitivité, à la différence des syndicats du public, même s'ils appartiennent d'ailleurs à la même confédération ou la même que les syndicats du privé. Et comme il y a beaucoup plus d'adhérents dans le public que dans le privé, c'est vrai que quand les syndicats du public s'expriment, ils parlent fort, très fort. Quand ils sont réunis dans des congrès ensemble, ils pèsent beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup d'adhérents dans le public et moins dans le privé. Donc ce qui fait qu'effectivement, cette situation crée effectivement, dans l'expression publique, en particulier au niveau des dirigeants syndicaux, pas ceux qui sont dans les entreprises, je parle de ceux qui sont au niveau national, on a du coup des positionnements, des mots d'ordre qui sont parfois effectivement difficiles à entendre, parce qu'on ne sent pas qu'au fond, on est tous sur la même barque en France. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans la crise, tout le monde devrait être derrière ces entreprises. Les entreprises, elles sont aux premières lignes dans le combat, dans la concurrence internationale. Donc tout le pays devrait être derrière ces entreprises, parce que c'est de la réussite des entreprises que dépend l'avenir économique du pays, et son bien-être, et le fait qu'on pourra garder notre standard et les acquis qu'on a pu acquérir dans le passé. Voilà. Donc effectivement, nous avons un déficit, on va dire, de l'expression représentative des syndicats au niveau national sur ce point. C'est-à-dire qu'en ne reconnaissant pas que la compétitivité est une question centrale, décisive, normale, ça montre qu'effectivement, on n'est pas complètement tous d'accord dans ce pays sur le fait que c'est les entreprises qui tirent l'affaire. Et ce sont elles qui nous sauveront d'affaires ou pas. Ce qui fait qu'on se désendettera la France, oui, on peut réduire la dépense publique, mais oui, un peu, mais ça sera quand même d'abord la santé des entreprises et leur force qui fera qu'on se sortira de la situation délicate dans laquelle on est. Ce qui est derrière ça, c'est la question de savoir, c'est finalement qu'est-ce qui fait la force du modèle allemand. Le modèle allemand, il y a plusieurs aspects. D'abord, c'est un modèle, pour le coup, qui est très centré sur l'importance de l'industrie. Et le fait d'avoir une industrie importante a un très gros effet sur l'économie, parce qu'il y a finalement beaucoup de gens qui ensuite travaillent pour l'industrie. Quand l'industrie va bien, en général, le pays va bien. De ce point de vue-là, je pense que la France, on a eu cette prise de conscience, on l'a faite. Depuis 3 ou 4 ans maintenant, on a cette conscience qu'il faut favoriser l'industrie dans un pays, même si on sait que l'industrie n'emploie pas dans nos pays aujourd'hui la majorité des salariés, loin de là. Mais le fait d'avoir une industrie forte est très bénéfique pour le pays, y compris pour les services. Voilà. Bon. Donc de ce point de vue-là, je crois que le consensus, on l'a rejoint, le consensus. Bon. Deuxièmement, on a aussi, il y a un deuxième niveau où il me semble qu'il y a une évolution des esprits, c'est que on sait qu'en Allemagne, il y a une volonté de produire en Allemagne. Au fond, fabriquer en Allemagne, c'est très important. Bon, avec néanmoins des sous-traitants, enfin, on connaît toute la politique qui a consisté à mettre des sous-traitants dans les pays d'Europe de l'Est, qui étaient près de l'Allemagne, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, mais tout ça au service d'une industrie. Bon. La France, on a eu le sentiment effectivement qu'on avait moins dans l'industrie la préoccupation de dire il faut qu'on produise en France. Au fond, il faut qu'on ait une base France solide si on veut attaquer le reste du monde. Hein. C'est pas encore ça. Je pense en revalorisant l'industrie en France, on y vient, notamment nos chercheurs sont bons, notre R&D est bonne, et donc d'avoir des centres de recherche, qui est quand même l'innovation, c'est la condition de l'avenir. Hein. Donc d'avoir des centres de recherche forts en France,
Pas seulement en France, mais d'abord en France, c'est important. Donc on commence à évoluer, mais moins rapidement qu'on pourrait le penser. Dernier domaine, le dialogue social, j'ai évoqué, alors là en Allemagne, évidemment, on est dans le pays du dialogue social par excellence, c'est-à-dire l'objectif c'est de trouver un accord. Il faut trouver un accord. Surtout, d'ailleurs, sur beaucoup de sujets sur lesquels en France on ne discute pas, donc il y a vraiment une conception extrêmement profonde de la nécessité du dialogue social. En Allemagne, elle est très profonde. Il y a une volonté des dirigeants, des syndicats de trouver un accord en faisant des compromis. La notion de compromis est vue comme une chose de positive. En France, elle n'est pas vue. Le mot compromis est plutôt négatif en France. En Allemagne, il est positif. Bon. Trouver un terrain d'entente, c'est déterminant. Donc, de ce point de vue-là, cette espèce de nécessité de chercher un accord n'est pas encore tout à fait partagée. Il y a des raisons à ça, liées à on les évoquait un peu plus tôt, sur les conditions du dialogue social en France qui doivent être certainement réformées. Mais si on y arrive, bon, on va discuter bientôt en France, vous savez, de la modernisation du dialogue social. Une négociation va s'initier entre partenaires sociaux là, au mois de septembre cette année, qui va durer jusqu'à la fin de l'année 2014. Donc ce qu'on peut espérer, c'est que sorte de cette discussion l'amélioration des conditions du dialogue social. À ce moment-là, on pourrait espérer effectivement qu'on se rapproche du modèle allemand. Bon. Il y a d'autres conditions, il faut aussi que l'État en fasse moins, que l'État légifère moins sur des choses qui relèvent des partenaires sociaux et qui ne relèvent pas de la loi. Il faudrait que le Parlement l'admette, d'ailleurs la Constitution le dit. La loi ne devrait s'intéresser qu'aux principes généraux du droit du travail. En fait, quand on regarde les lois, la loi s'occupe de beaucoup de détails qui ne devraient pas être traités par la loi, mais par les partenaires sociaux. Donc il y a aussi un effort à faire du côté de l'État et du Parlement, dans lequel il laisse plus de liberté, plus de possibilités de trouver des accords à l'allemande dans les entreprises.